Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce premier numéro de votre nouvelle émission Belle Ligne. Belle Ligne, une émission qui donne vie aux livres. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir parmi nous un poète qui a la capacité de déclencher dans le monde littéraire ses premières pluies, un terreau fertile pour planter dans le champ poétique ses premières semailles. Assane Dieng, bonsoir. Bonsoir, Pavaline. Merci d'avoir accepté notre invitation. Après Première pluie et Semailles, vos deux premiers livres, à quand la moisson? Très bientôt, très bientôt. Ça ne saurait tarder. Juste le temps de bien préparer la moisson, justement, et de sorte à avoir une superbe production. Et puis voilà, cela prendra le temps qu'il faudra et cela viendra. Et on voit que l'auteur essaie d'établir une trilogie dans son laboratoire d'écriture, mais l'aspect qui est le plus fréquent, c'est que le poète se confond à un paysan. On parle de semailles, première pluie, ou bien c'est le paysan est devenu un poète. Je pense que l'un dans l'autre, le poète est un paysan. Oui. Personnellement, j'ai une admiration, voire une grande vénération pour le paysan, pour l'agriculteur, celui-là qui juste prend une graine, la met en terre et puis attend que le ciel, que la grâce s'ouvre, que la grâce vienne. Moi, je trouve ce geste éminemment poétique et je trouve que ce geste est un geste qui témoigne d'une grande foi. Et donc, tout ce que l'agriculteur, tout ce que le paysan arrive à faire avec juste une simple graine, nourrir des gens quand la graine arrive à germer, participer à l'équilibre du monde d'un point de vue environnemental et écologique, c'est en fait tout ceci qui a fait que... Et d'ailleurs, vous êtes tous des semeurs, semeurs de graines, semeurs de mots. Exactement, semeurs de graines, semeurs de mots. Donc c'est pourquoi je dis que l'un dans l'autre, le poète est un semeur, est un paysan, tout comme le paysan est un poète. Oui. Donc il y a vraiment cette volonté de rendre hommage aux paysans que je vénère. Et puis oui, poétiquement parlant, nous sommes des semeurs. Il faut pas le nier. Et il faut pour semer un terreau fertile. Et on voit que vous aviez grandi avec les mots, votre entourage familial, et vous dites même dans un de vos posts qu'une vie sans poésie n'est pas une vie. Quelle est votre relation avec la poésie? Ma relation avec la poésie, je pense que c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour et comme toute histoire d'amour, elle a naturellement des hauts et des bas. Des fois c'est violent, des fois c'est passionnant, des fois c'est beau. Des fois, c'est vilain. C'est vraiment cette relation que j'ai avec la poésie. Quelquefois, je me réfugie dans la poésie. D'autres fois, je me dis que je vais abandonner la poésie. Vraiment, c'est plusieurs relations. C'est des relations conflictuelles, des relations transcendantales, des relations fusionnelles. J'ai vraiment une kyrielle de relations avec la poésie, ce qui fait que, dans le fond, je pense que ma vie se résume en la poésie. Et ce livre, Semailles, qui est composé de 60 poèmes, divisés en deux parties égales, le livre 1 est intitulé « Le poète en vadrouille ». Mais par curiosité, j'ai découvert que vous formiez à Saint-Louis une terre qui vous est très, très capitale, un groupe de poètes à la recherche d'inspiration, de rimes. Le titre est-il souvenir de ces moments où vous n'étiez pas encore vacciné contre le syndrome de la page blanche? Je pense que je ne suis toujours pas vacciné contre le syndrome de la page blanche. J'ai toujours cette angoisse de la page blanche. Mais c'est vrai que les poètes en vadrouille a été un concept que j'ai eu à développer avec d'autres jeunes poètes. À l'époque à Saint-Louis, dans les années 2013-2014. Il y avait de la musique quelquefois. Il y a même eu, pour la petite histoire, au cours d'une session de Poètes en vadrouille, des gens qui sont venus assister à la séance, parce qu'à la fin, je faisais parler tout le monde, je donnais la parole à tout le monde. Et il est arrivé une fois où un couple, enfin un homme a demandé la main de sa copine à la galerie Attaya. Donc on a vécu d'excellents moments, de très beaux moments de partage. Une famille d'adoption. Une famille d'adoption. Et nous avons continué comme ça avec le concept de vadrouille, le poète.
Parce qu'une autre parabole, c'est que je considère le poète comme un paysan, mais également je considère le poète comme un nomade. En référence à mes origines peules, je suis profondément nomade et le poète, je l'assimile aussi très souvent à un nomade, donc un poète en vadrouille. Et des poètes qui savaient qu'ils allaient écrire. Poète, dans le poème « Poète, tu écriras », tu dis « Poète, tu écriras pour semer la graine de l'espoir, pour illuminer les regards submergés de passion triste, pour extirper l'esprit amorphe des entrailles du désespoir, pour reconstituer les cœurs brisés, pour animer les cœurs inertes. » Ça, c'est le rôle du poète. Entre autres, c'est le rôle du poète. C'est effectivement dans ce texte « Poète, tu écriras », j'essaie effectivement de décliner les différents rôles que j'assigne vraiment au poète. Et cela rejoint la longue lignée de tous ces poèmes qui sont dans la revendication, dans le statut du poète, dans ce que doit être un poète. C'est ce que j'ai essayé avec mes mots de décliner dans ce texte, Poète, tu écriras. Et dans cette première partie, le poète en vadrouille, on peut voir des poèmes comme Prière à la muse, Si ma plume, besoin d'écrire, Poète, tu écriras, etc. En tout cas, le champ lexical de l'écriture domine dans ces poèmes et on se demande si l'auteur a cherché partout l'inspiration pour semer les semailles. Et bien entendu, l'inspiration, je l'ai cherchée partout, je la cherche partout. Oui. Quelquefois, c'est quelque chose qui vient à moi. Et en parenthèse, la muse est très capricieuse. Exactement. Donc c'est pas très souvent, c'est quand on la cherche pas qu'elle vient, mais très souvent aussi il faut la chercher, il faut aller la débusquer dans ses plus lointains retranchements. Et donc c'est vraiment un processus. Quelquefois c'est une quête, c'est un combat, c'est une guerre même des fois. Et c'est ce que j'ai voulu retranscrire justement dans cette toute première partie du recueil, où si vous voyez sur près d'une dizaine de poèmes, je ne parle que du poète en fait. Je tourne autour du poète, de ce qu'est la poésie pour moi, de ce qu'est le poète pour moi, de comment est-ce que la poésie doit pouvoir se déployer dans l'univers, dans le monde. C'est vraiment cette quête que j'essaie de retranscrire dans cette toute première partie du recueil. Mais cette muse devrait être facile si on est à Saint-Louis, une ville qui inspire, une ville dédiée même aux poètes, à la poésie. Oui, elle devrait être facile, mais elle n'est pas facile. Vous savez, la muse, elle est très capricieuse, comme j'ai dit, mais c'est vrai que Saint-Louis m'a beaucoup inspiré. Saint-Louis m'inspire beaucoup. C'est une ville extraordinaire, c'est une ville magnifique, où j'ai commencé à peaufiner mes tout premiers poèmes. Je n'ai pas commencé à écrire à Saint-Louis, mais c'est à Saint-Louis que j'ai commencé à peaufiner vraiment mes poèmes et à aller vers cette tension de poète. Vous écrivez des poèmes à Louga, à Saint-Louis, à Thiès, vous recherchez partout, vous êtes partout et nulle part, comme disent les surréalistes, comme Douve, vous êtes partout et nulle part. Pourquoi la muse vous trouve dans des endroits dont vous n'imaginez pas et vous écrivez par force, il faut écrire parce qu'elle est là. Ben, oui, ce n'est pas parce que je suis partout et nulle part, mais c'est parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis un poète, un semeur, un paysan, mais en vadrouille, un nomade. Et il se trouve que je m'inspire beaucoup de ma vie aussi. Je suis très... J'aime bien ce vers de Hugo, insensé qui pense que quand je te parle de moi, je ne te parle pas de toi. Moi, je conçois quelque part que tout ce que j'ai de beau à offrir, tout ce que j'ai de bien à offrir, doit partir de moi. Parce que je ne peux pas aller chercher autre chose. Il faudrait que cela parte de moi et qu'à partir de moi, je puisse aller chercher autre chose, je puisse aller chercher quelqu'un d'autre. Donc le fait que certains poèmes où l'inspiration me trouve quelquefois à Louga, à Saint-Louis ou à Thiès, ou très peu à Dakar, c'est vrai, c'est justement cette parabole de mon itinéraire. J'ai grandi à Louga, je suis d'origine thiessoise, je suis né à Dakar et je suis tombé amoureux de Saint-Louis. Donc c'est ce qui fait que je suis une somme de toutes ces villes, ces quatre régions, Saint-Louis, Louga, Thiès, Dakar, m'ont fortement marqué, pour ne pas dire que ces quatre villes m'ont fait.
Et c'est une richesse en poésie parce qu'il y a la diversité des thèmes, la diversité également de la nature et tout cela influe dans l'écriture de vos poèmes. Exactement, exactement. C'est des textes, tous, hein, que ce soit avec ce mail ou avec le premier recueil, Première pluie, tous mes textes sont trempés de ma personnalité. Je veux dire que pour moi, c'est impensable d'écrire en dehors de moi. Sur ce point-là, je pense que je suis très égoïste dans ma façon d'écrire. Évidemment, ce n'est pas un égoïsme cynique ou un égoïsme juste autocentré sur ma personne, mais c'est plutôt un égoïsme qui cherche à, comme je l'ai dit tout à l'heure, prendre le meilleur de moi, le partager avec les autres pour essayer de trouver le substrat de la vie, de la nature, de ce qui nous entoure, etc. Et restons dans cette première partie. Le poète en vadrouille, vous dites que c'est un poète maudit, un qualificatif très cher aux surréalistes et surtout à Charles Baudelaire. Ce spleen-là vous vient d'où? Alors, ce spleen, il me vient d'où? Je dirais que c'est inhérent à ma vie. Je suis quelqu'un de très mélancolique, de nature. Je suis très mélancolique, je suis très souriant, très jovial, mais je suis quelquefois je peux être très mélancolique. Il y a des jours où, comme je le disais dans Première pluie, il y a des jours sans, où je me réveille, je n'ai envie de rien. Je suis vraiment dans... Limite, je ne dirais pas de la dépression, mais c'est une grande déprime. Et à ce moment, je ne ressens qu'une seule chose, c'est me réfugier auprès de la muse, auprès de la poésie. Donc voilà, je suis tenaillé entre, je ne dirais pas plusieurs personnalités, mais entre plusieurs sensations, entre plusieurs états d'âme, entre plusieurs effets. Et c'est ce qui fait que, voilà, selon l'état dans lequel je me trouve, et que la muse veuille bien m'accorder sa main, j'arrive à créer quelque chose. Et c'est le jeu qui parle très facile alors de vous ranger chez les romantiques, si on cherche un peu les courants littéraires. Je suis romantique. Et vous l'affirmez? Je l'affirme, je l'assume, je suis romantique. Parce que je suis dans l'exaltation du moi, c'est mon moi qui écrit. Et pour la petite histoire, très souvent j'ai eu des discussions très chaudes avec des amis, ou surtout avec des copines, qui me disent non, tu n'es pas romantique parce que tu ne parles pas d'amour. Je dis non, c'est pas parce qu'on ne parle pas d'amour qu'on n'est pas romantique. Le romantisme, au sens académique du terme, c'est justement cette exaltation du moi, ce moi omniprésent, cet ego de l'auteur qui est là, et puis derrière lequel se cache un humanisme, derrière lequel se cache une volonté de vouloir résoudre, je dirais, tous les problèmes du monde, etc. Donc je l'assume, je l'affirme, je suis romantique. Et une littérature donc subjective, mais que dites-vous de ces gens-là, de ces lecteurs qui pensent qu'en Afrique, il est difficile d'être romantique si on sait qu'on a beaucoup de choses à dénoncer. Et la littérature militante a été au début de la littérature africaine, qui est née pour contester, mais les auteurs maintenant se réfugient dans l'amour et les réalités sociales. Qu'en faites-vous? Les réalités sociales, je les traite pas mal. C'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il ne fallait pas faire cet amalgame, il ne fallait pas confondre romantisme et lyrisme ou romantisme et sentimentalisme. J'écris des poèmes d'amour, je chante la femme aimée. Et très souvent, ce n'est pas une femme, c'est la poésie que je chante, parce que je suis marié à la poésie. Donc, mais les questions sociales également, je les prends, parce que si je prends ma vie, je suis confronté aux problèmes que vivent les Sénégalais, je suis confronté aux problèmes de mon environnement. J'ai écrit beaucoup de certains poèmes qui parlent de la pauvreté, qui parlent des enfants de la rue, qui parlent de la prison, de la condition des détenus, etc. Parce que c'est des choses que j'ai vécues. Seulement, je ne veux pas me cantonner justement à cette littérature militante, qui du reste a son importance, parce qu'il faut une somme de littérature avec S pour faire une littérature forte. Donc ceux-là qui sont plus à l'aise avec la littérature militante, ou ceux-là qui ont des choses à dire et qui arrivent à le dire de manière militante, ben, moi je leur voue un respect immense, parce que la poésie, la littérature de manière générale,
c'est avoir quelque chose à dire et avoir un style, une manière de le dire. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Exactement. Or, je ne me vois pas essayer juste parce qu'il faut être militant ou parce qu'il faut être engagé, entre guillemets, rentrer dans un terrain où je n'ai pas de choses à dire, ou même si j'ai quelque chose à dire, je ne sais pas comment le dire. Parce que la littérature, c'est un art, en fait. Il faut avoir quelque chose à dire et savoir comment le dire. Et vous développez cet art dans votre poème poétique. Vous dites « L'art poétique ne saurait être obstacle. La poésie est liberté, sensation, passion et divin spectacle. » Vous prônez la liberté dans l'art, le style. Il faut être libre. Je pense que l'époque où il fallait écrire en alexandrin avec une césure à la 6e syllabe, un accent à la 3e, et puis non. Je pense que cette époque est révolue. Nous sommes à une époque où on est dans l'immédiateté, on est dans l'instantané, on est dans l'instant. Il faut vraiment débrider l'inspiration, il faut débrider la plume et écrire comme on le sent. Parce que cela ne sert à rien de dire les choses telles qu'elles ont été dites. Je pense qu'il faut à chaque fois essayer de, pas forcément vouloir tout le temps se démarquer, mais essayer de manière raisonnée et raisonnable d'avoir son style et d'être libre, de ne pas rester dans ces contraintes qui nous astreignent à des choses ou à des stades dans lesquels on ne se sentirait pas à l'aise. Et d'ailleurs, la liberté de style est très développée dans la littérature africaine parce qu'il faut le rappeler, quand cette poésie est née avec les Césaire, les Senghor, ils ont voulu entrer en insurrection contre la raison occidentale et complexifier les canons esthétiques. Vous entrez dans cette logique-là. Exactement. Il faut vraiment déconstruire, en fait. Il faut déconstruire les textes. Il faut pas rentrer dans l'uniformisme. Il faut pas rentrer dans l'uniformisme. Je pense que la littérature, elle évolue, elle bouge, et nous n'avons pas le droit, nous autres jeunes écrivains, de faire stagner la littérature. Il nous faut également, nous aussi, inventer notre manière d'écrire ou réinventer la manière d'écrire, comme l'ont fait nos prédécesseurs. Sinon, notre passage n'aura pas de sens parce que nous serons mis à faire du déjà vu ou du déjà fait. Donc, il faut vraiment cette innovation, il faut cette nouveauté, et les codes, de toute façon, chaque génération qui viendra essaiera de casser les codes. Exactement. Même du temps des courants littéraires, voilà, quand tout courant qui vient essaie de déconstruire ce que le courant précédent avait construit pour mettre sur pied autre chose, jusqu'à ce qu'on en arrive à cette époque du surréalisme qui a ouvert la brèche. Exactement. Après la littérature négro-africaine avec Césaire, Senghor, qui vraiment ont eux aussi apporté leur pierre à l'édifice. Maintenant, je pense que c'est à nous de prendre tout cela, de voir dans quel héritage nous nous sentons le mieux à l'aise, et de voir ce que nous pouvons, c'est ce qui est le plus important, ce que nous pouvons apporter à cet héritage pour les autres qui viendront après nous. Et l'originalité est tellement importante parce que vous dites tout à l'heure, il faut innover, mais il faut éviter également de tomber dans le piège de la facilité parce qu'on en voit dans la poésie africaine. Exactement. La poésie, elle est sacrée, il faut de la recherche, Assad. Exactement, elle est sacrée, j'ai envie de dire la poésie, c'est du sérieux. C'est du sérieux, ce n'est pas juste écrire un mot ou écrire un vers, dire je t'aime par-ci, dire non, c'est beau. Non, c'est vraiment une recherche, c'est une quête. Plus qu'une recherche, c'est une quête, à la fois spirituelle, intellectuelle. Voilà, c'est vraiment une quête et c'est du sérieux et c'est très difficile. Oui. Ce n'est pas pour décourager les gens, mais c'est très difficile. Et je l'ai dit au tout début. Et beaucoup de gens ne pensent pas comme vous. Ils pensent que la poésie elle est plus facile que le roman, mais écrire un vers mérite un travail aussi difficile qu'écrire une prose. Alors, je ne sais pas s'il est plus facile d'écrire un poème ou un roman, mais en tout cas, moi, je sais que je n'arrive pas à écrire un roman. Et pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai beau essayer, mais je vois que je ne me sens à l'aise qu'avec la poésie.
Peut-être parce que je suis très succinct, peut-être parce que dans ma façon de voir, j'essaie de... ce que je peux dire en une ligne, je le dis en une ligne au lieu de le dire en 3 phrases, etc. etc. C'est peut-être cela, mais je vous l'avoue, je n'arrive pas à écrire. Et est-ce qu'on peut sous-entendre que vous n'allez jamais écrire un roman, vous serez un poète comme Senghor, le poète président? Je pense que je serai poète. Je me suis essayé à la nouvelle. Oui. Je me suis essayé à la nouvelle. Bon, je n'étais pas très satisfait. Peut-être que je vais retoucher un peu à la nouvelle, mais le roman... Pour le moment, je ne me sens pas capable d'écrire un roman. Pour le moment, je suis très à l'aise avec la poésie. J'ai vraiment cette relation fusionnelle avec la poésie. Peut-être que c'est la peur de sortir de ma zone de confort, entre guillemets, qui fait que je bloque à écrire un roman. Mais en tout cas, voilà, je n'y arrive pas. Et je ne sais pas si un jour j'écrirai un roman, je ne sais pas. Peut-être que je le ferai, mais pour le moment, je suis poète, je fais de la poésie. Et si un jour j'ai l'occasion d'écrire un roman, oui, pourquoi pas. Et je rappelle à nos téléspectateurs du TV que vous suivez Belle Ligne avec comme invité Hassan Dia. Hassan, on va venir à la deuxième partie. Le poète parle de la vie, mais également de la mort. Hein, les deux vont ensemble, surtout dans cette deuxième partie qui est intitulée Étoile de bronze. Vous rendez un hommage à tonton Charles, un homme qui vous a beaucoup marqué dans votre vie. Effectivement, Charles Camara, que j'ai rencontré en 2011-2012 à Saint-Louis, qui m'a eu à l'université, et puis après que j'ai eu à côtoyer dans le cadre de mes collaborations avec l'Institut français de Saint-Louis. Il m'a mis le pied à l'étrier. C'est avec lui que j'ai fait de la radio. Nous animions une émission radio On parle français sur Teranga FM. Oui. Donc c'est lui qui avait porté le projet, c'est lui qui m'a mis dedans avec Hajar, etc. Et malheureusement, il nous a quittés en 23 juin 2014. Mais son influence, son apport dans ma vie est énorme. Charles, c'était plus qu'un mentor. C'était vraiment tonton Charles, comme je l'appelais. Oui. Je me rappelle, à chaque fois que je passe le pont, je me rappelle que voilà, nous passions le pont à toute heure. Nous avons passé le pont à toute heure. Quand les concerts finissaient à l'Institut, nous marchions. Au lieu de prendre une voiture, nous marchions jusqu'au garage Bango. À l'époque, j'étais à l'université. Lui, il prenait un taxi pour Bango. Moi, je prenais un taxi pour Sana à l'université. Donc, c'est vraiment un ami, un mentor. C'est quelqu'un qui compte beaucoup, beaucoup, beaucoup pour moi. Et comment vous aviez fait pour écrire sur lui, un être qui vous est proche? C'est très difficile d'écrire sur quelqu'un qui nous est proche et vous lui consacrez des élégies. Et comment vous aviez fait? Alors, c'est vrai que ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Mais on a vécu tellement de choses et jusqu'à présent, je me dis que je ne lui ai pas encore rendu l'hommage poétique oui. à sa hauteur. Donc je suis dans cette quête aussi de lui rendre cet hommage poétique. Et voilà, à chaque fois que j'ai l'inspiration, à chaque fois que j'arrive à écrire, à chaque fois que j'arrive à vaincre ce sentiment, cette difficulté, ben je trace quelques mots en pensant à lui. Et d'ailleurs, le recueil, ce mail lui est dédié en partie. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est pas facile, évidemment, c'est très difficile. Même parler de lui, c'est très difficile parce que c'est un flot de souvenirs, c'est de grandes émotions qui sont là. Mais c'est la vie, il a été un mentor, il continue à m'inspirer toujours. Et je pense que voilà, que je continue à être poète, que je continue à écrire, c'est aussi une manière de lui rendre hommage, même si je n'écris pas pour lui. Et vous rendez hommage également à Fat Bintou dans ce poème très cher à Fat Bintou que nous connaissons, à Louga, au lycée Malick Sall, quelqu'un qui aimait les livres, la lecture, les mots. Vous dites, pendant tout ce temps, je n'ai pu m'empêcher de pleurer des larmes de nostalgie. À présent, me voilà, très cher ami, sevré de l'allégresse et de la beauté du soleil couchant.
Vous évoquez la mort, mais d'une manière à apporter de la lumière là où il y a de l'obscurité. Parce que Fat Bintou était lumineuse. Oui. Fat Bintou était une lumière. Et je pense que pour comprendre ma relation avec Fat Bintou, il faut lire la dédicace que je lui ai faite dans Première Pluie, Oui, à Fat Bintou Lo, avec qui je partageais des rêves de poésie. Donc c'est vraiment, elle aussi, c'est une personne qui m'a fortement inspiré, qui m'a beaucoup marqué. Et voilà, et à chaque fois que, elle aussi, c'est très difficile, à chaque fois que je peux, elle aussi, je ne manque pas de lui faire une élégie, de lui écrire un texte ou un mot, parce qu'elle est omniprésente dans ma vie de poète, dans ma carrière de poète. la vie, c'est également l'amour chez vous. Et pourquoi chez les poètes, aimer devient un accomplissement, comme disait Hugo dans Les Misérables? Ben, aimer devient un accomplissement parce que aimer est un combat. Aimer est un combat, et pour moi, aimer est une guerre. Mais vous aimez la poésie. Oui, et c'est une guerre que je livre à la poésie. Est-ce que ça ne cache pas? Je l'ai dit tout à l'heure, j'aime la poésie et ce n'est pas tout le temps rose, ce n'est pas toujours rose. Et je pense que c'est ce qui fait d'ailleurs le charme de l'amour. Parce que si l'amour était plat, si on n'avait que de belles choses en amour, je pense qu'on se serait très vite ennuyé. C'est parce qu'il y a des péripéties, c'est parce qu'il y a des choses qui se passent, c'est parce qu'il y a cette guerre, c'est parce qu'il y a cette tension. Cette guerre que l'on fait, très souvent on pense que l'amour c'est beau, c'est tout beau. Non, il y a une guerre, il y a une lutte, il y a un combat dans l'amour. Moi j'y crois fortement. Et ce combat-là, est-ce que vous l'avez gagné? Ben, je combats toujours. Est-ce difficile de... C'est une armée invincible? Pas invincible, mais très, très coriace. Très coriace, très capricieuse, des fois invisible. Mais voilà, c'est un combat à mener. Après, je ne sais pas si je la gagnerai ou si... J'ai envie de vous demander une question, comme je demanderais à Baudelaire s'il était là. Avez-vous rencontré une passante? Plusieurs passantes. Et ça devient compliqué. Ça devient poétique. Et c'est la poésie. Oui. Et d'ailleurs, on va parler de la poésie dans ce poème-là que j'aime beaucoup dans votre livre, Ma poétique. Vous dites, la poésie, c'est méditer jour et nuit ces mots qui poncent les mots les plus chroniques, les plus vicieux et intrépides. Ça c'est dur, c'est un sacrifice. Oui. Jour et nuit. C'est pourquoi je dis que c'est difficile. Et quelque part aussi, cela répond à la préoccupation de l'engagement du poète. Pour moi, c'est voilà, c'est déjà le fait, rien que le fait de prendre la plume, de coucher sur du papier ses idées ou ses rêves, pour parler de poésie, puisqu'on est en poésie, et de vouloir maintenant partager ses rêves avec les gens et espérer que ces gens-là puissent accrocher à ce rêve ou que ce rêve puisse changer le cours de la vie des gens, je pense que c'est déjà un premier acte d'engagement. Oui. Et au-delà de cela également, l'engagement poétique, la poésie, quelquefois, ce n'est pas des mots. La poésie peut aller au-delà des mots. La poésie peut nous pousser à aller au-delà du livre, au-delà de l'acte littéraire. Okay? En prenant fait et cause pour une personne, pour une classe bien donnée, pour les marginaux, etc. etc. Là, je pense qu'on dépasse même l'aspect littéraire. Okay? Et cela peut être plus, entre guillemets, plus radical si, à côté de ce combat des mots, on ajoute la lutte armée, comme cela s'est passé dans le cours de l'histoire, où des poètes où des gens ont, à un moment, pour déposer la plume pour prendre les armes. Oui. Donc, dans les deux cas, c'est des circonstances, je pense que c'est des circonstances qui font que l'on arrive à se dire, à un moment, la plume, elle se casse ou on la pose et on passe à autre chose, à une autre arme. Mais tout est question de circonstances dans ce cas. Et ces derniers mots mettent fin à ce voyage dans le monde de vos écrits. Assane Dieng, merci d'être là.
C'est moi qui vous remercie. Merci également de partager avec nous ces beaux moments de littérature. Merci également, chers téléspectateurs de ITV et chers amoureux du livre. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle émission. Belle ligne.